Place maintenant à l'invité politique comme tous les vendredis à 17h30 sur LCI. Et c'est François Asselineau qui a répondu à notre invitation aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On le rappelle, vous êtes l'un des 11 candidats à cette élection présidentielle 2017. Le candidat UPR d'Union populaire républicaine. D'abord un mot sur l'actualité. La CFDT est devenue le premier syndicat dans le privé en France. C'est du jamais vu. Elle a dépassé la CGT. Votre réaction ? Ma réaction, c'est d'abord que c'est un peu une présentation un peu en faux fuyant, parce que le problème du syndicalisme en France, c'est qu'il y a très peu de Français qui sont syndiqués. On cite ici des pourcentages, mais pas des nombres. Et en réalité, le nombre de salariés français syndiqués est en chute libre et très très faible par rapport à ce qu'on trouve en Suède, par exemple. Donc, il y a une autre chose que je voudrais dire, c'est que je trouve un peu curieux la façon de présenter la CFDT comme un syndicat qui est en faveur réformiste, alors que la CGT serait arc-boutée. On est très loin de la CGT des années 60 et de Georges Ségui. Je rappelle que les grands syndicats français font tous partie de la Confédération européenne des syndicats et à ce titre sont en partie financés par la Commission européenne, qui demande à ces syndicats de promouvoir auprès des syndiqués les fameuses réformes de structure demandées par la Commission. D'autant, c'est la raison pour laquelle, en définitive, on a des syndicats qui ne jouent plus tout à fait leur rôle d'opposants, de défense systématique de l'intérêt des salariés. C'est la raison pour laquelle beaucoup de salariés français sont désarçonnés par le fait que leurs syndicats ne vont plus jusqu'au bout. Pour vous, la CGT, l'année dernière, pendant la loi travail, n'a pas défendu les droits des salariés ? Écoutez, moi, je me rappelle d'une petite anecdote. Moi, au moment des grandes manifestations qui avaient eu lieu, que ce soit auparavant sur la réforme des retraites avec Éric Woerth, ou que ce soit la loi travail, moi, j'aime bien incognito aller le long de ces manifestations et puis de prendre les tracts. Et je me rappelle avoir demandé, je dis, mais pourquoi dans votre tract, vous ne dites pas quelle est l'origine ? L'origine de la loi El Khomri, c'était pas Madame El Khomri, c'était même pas le gouvernement français, c'était la Commission européenne, c'était le rapport des grandes orientations de politique économique, de même que la même chose pour la réforme des retraites de la loi Woerth. Et on m'avait dit à ce moment-là, mais non, qu'est-ce que c'est que ça, etc. Et au bout du compte, on en arrive toujours à la même idée. Nous, on est pour une autre Europe, voilà. C'est-à-dire qu'il y a un point aveugle chez les syndicats français. Et chez les syndicalistes, c'est le rôle joué par la Commission européenne et par les traités européens dans les lois qui sont en train de casser le droit du travail en France et qui, en fait, sont prises à la demande de Bruxelles. Alors ça veut dire que vous, président, il se passe quoi avec les syndicats ? Eh bien, il se passe déjà que nous, on sort de l'Union européenne et qu'on rend aux Français leur démocratie. Et les syndicats... Moi, j'ai prévu que les syndicats ne devraient pas recevoir de financements étrangers. Quitte d'ailleurs à ce que l'État donne une subvention supplémentaire aux syndicats. Mais il faut que les syndicats ne soient plus sous la coupe d'une institution internationale comme la Commission européenne. Et je pense que les syndicats doivent jouer leur rôle de contre-pouvoir. Actuellement, ils ne le jouent pas suffisamment. Ne jouent pas. Mais vous seriez pas suffisamment. Vous seriez quand même pour le dialogue permanent avec évidemment. Moi, vous savez, je suis quelqu'un de sérieux et de raisonnable. Je ne suis pas pour... J'ai pas l'allure d'un révolutionnaire. Mais je suis en faveur de ce que chaque structure défende, qu'il y ait des contre-pouvoirs. Une démocratie fonctionne bien s'il y a des contre-pouvoirs. Il n'y en a plus assez en France aujourd'hui. Je trouve que les syndicats français ne défendent plus suffisamment l'intérêt des travailleurs, des salariés, notamment parce qu'ils leur cachent toujours et encore l'origine des problèmes fondamentaux. Le rapport de la Commission européenne sur les grandes orientations de politique économique, j'y reviens, a prévu pour 2017, pour cette année, la poursuite du démantèlement du droit du travail, l'ubérisation générale de la société française, toutes les professions réglementées, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, dentistes, experts comptables, artisans taxis, sont tous visés par les rapports des grandes orientations des politiques économiques venant de Bruxelles. La loi El Khomri, la loi de modernisation de l'économie de M. Macron, tout ceci, c'est en fait l'application des directives bruxelloises. Il y a un seul et grand méchant loup aujourd'hui, c'est Bruxelles. Ce n'est pas un grand méchant loup, c'est celui qui donne les instructions. Le président de la République n'est plus désormais, et son gouvernement, que le gouverneur de la province France. Et d'ailleurs, on a les mêmes lois qui se situent en Belgique, qu'on trouve en Angleterre, qui portent d'autres noms, mais qui appliquent les mêmes directives. Mais la France garde quand même sa spécificité. Elle a quand même un droit du travail protégé, bien plus qu'en Allemagne ou en Angleterre. Ça veut dire qu'il y a encore une puissance France qui existe. Il y a encore, je vous l'accorde, il y a encore des restes, évidemment, de ce qu'est la France. Alors d'ailleurs, les comparaisons qui avaient été faites par le MEDEF et relayées un peu imprudemment par les Républicains sur l'épaisseur des codes du travail, en fait, c'était un peu excessif parce que fondamentalement, on a un droit du travail qui est à peu près la même taille en Allemagne, même si il y a des accords de branche qui parfois se substituent. Nous, on a une tradition centralisée. Mais j'y reviens.
il y a quand même un article qui s'appelle l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qui donne à la Commission européenne le pouvoir de fixer les politiques économiques et sociales des États membres afin d'assurer la viabilité de l'euro. Donc il y a une logique. Enfin, moi j'aimerais, vous savez ce que j'aimerais ? J'aimerais qu'on ait un débat avec M. Macron, par exemple, ou avec M. Fillon, ou avec M. Mélenchon, ou avec Mme Le Pen, et puis que je dise, voilà, moi je leur montre le rapport des grandes orientations de politique économique, et puis je dis, qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi ne répondez-vous jamais à cet argument que je développe depuis maintenant 10 jours sur tous les plateaux et toutes les télévisions ? Qu'est-ce que c'est que pour vous ? Et est-ce que vous pouvez expliquer aux Français le contenu de ce rapport qui demande, par exemple, qu'au cours de 2017, on baisse l'impôt sur les grandes sociétés, qu'on augmente la TVA sur monsieur et madame tout le monde, que l'on démantèle le droit du travail, que l'on baisse le SMIC, voire qu'on le supprime, et que l'on baisse également les prestations chômage. C'est écrit noir sur blanc dans ce rapport du 18 mai 2016. Donc vous interrogez, mais vous n'avez pas forcément la solution. Mais moi j'ai la solution, moi je veux sortir de ça. Mais les autres mentent. Ouais. Parce que les autres candidats présentent des programmes qu'ils ne pourront pas appliquer, puisque restant dans l'Union européenne, ils seront en revanche obligés d'appliquer Même le si rapport Marine Le Pen, via référendum, voudrait sans doute écoutez, en sortir. Madame Le Pen, moi je n'y comprends rien. Elle veut... Vous savez, il y a un proverbe turc qui dit « on n'est pas un peu enceinte ». Ça veut dire qu'une femme, elle est enceinte ou elle ne l'est pas. Un État, il est souverain ou il ne l'est pas. Madame Le Pen, outre que c'est un mouvement avec des propositions d'extrême droite qui ne sont pas les miennes, notamment en matière d'immigration. Mais sur la question européenne, Mme Le Pen, comme M. Mélenchon d'ailleurs, ne sont pas clairs, puisqu'en fait, ils veulent une chose et son contraire. Ils critiquent, ils voudraient récupérer de la souveraineté, M. Mélenchon veut désobéir au traité. Mais la seule chose qui ne figure pas dans leurs programmes respectifs, c'est ce que moi je dis, c'est-à-dire maintenant, ça va, après 60 ans, on a vu que nous on est dans une impasse. Il faut donc sortir calmement, sereinement de l'Union européenne, par la mise en œuvre de l'article 50 du TUE, ce que les Britanniques font en ce moment. Donc, voilà. Vous dites progressivement, finalement. Donc, ça se passe comment ? C'est-à-dire, admettons, vous êtes élu président de la République, vous signifiez à Bruxelles que vous voulez sortir, vous enclenchez donc cet article 50 pour le Frexit. Voilà. Et ensuite, on part dans des négociations, pareil, qui vont durer à peu près 2 ans pour sortir et de l'Union européenne, et de l'OTAN, et de toutes ces institutions-là ? Alors, de l'euro... Alors, ça, c'est de l'euro pour l'article 50, oui. L'OTAN, c'est autre chose. L'OTAN, c'est le traité de l'Atlantique Nord. Ça, il suffit d'écrire au gouvernement des États-Unis d'Amérique. C'est l'article 13 du traité. Mais dans un deuxième temps, vous comprenez le processus. Mais ça, c'est très facile. Pour l'OTAN, il suffit d'écrire au gouvernement des États-Unis d'Amérique. Voilà, on veut sortir. Et 1 an après, mécaniquement, on en sort. C'est tout. Effectivement, la sortie de l'Union européenne et de l'euro est un petit peu plus compliquée, c'est vrai. Et effectivement, l'article 50 a prévu 2 ans de négociations. Ces 2 ans peuvent être raccourcis. Si on parvient à un accord, ou pouvait être rallongé si on n'y parvient pas. Mais cet accord, vous savez, c'est pas non plus la mer à boire. Il y a toute une série de questions. C'est comme un divorce. Quand il y a un divorce entre un homme et une femme, après 7 ou 8 ans de mariage, il y a effectivement des sujets à régler. Par exemple, la garde des enfants, éventuellement la pension alimentaire, la répartition des biens acquis pendant le mariage. Mais ça prend aussi quelques mois, ça n'est pas inaccessible. Et il vaut mieux un bon divorce entre des gens qui s'entendent, plutôt que de maintenir un mariage qui ne marche pas au détriment des enfants. Oui, ça c'est un des arguments d'ailleurs du Front National. Ah ben c'est possible que Mme Le Pen ou que M. Philippot soient allés me le piquer. Parce que je me rappelle par exemple que si je reprends la profession de foi de Mme Le Pen de 2012, pour l'élection présidentielle dernière, la précédente, il n'était question ni de l'euro, ni de l'Union européenne, ni de la sortie de l'Union européenne. Le problème de Mme Le Pen comme de M. Mélenchon, c'est qu'ils constatent que notre mouvement politique se développe à toute allure, 250 à 300 adhérents par jour, que le 25 mars dernier à Paris, nous avons fait une fête pour les 10 ans, il y avait 6500 personnes, avec une ferveur extraordinaire. Allez voir sur notre site internet les photos, allez voir les vidéos. Les gens qui y ont participé, notamment des maires, notamment des personnalités étrangères qui sont venues, ont été sidérés par le triomphe de cette fête. Donc c'est vrai que notre mouvement se développant rapidement, peut-être que ça donne des idées. Il faut que le fait donc les négociations sont terminées, la France est contre seule et serait plus... Non ? Non. Par exemple, Airbus n'a rien à voir avec l'Union européenne. Nous resterons toujours dans Airbus. Mais là, vous parlez d'un grand fleuron de l'industrie française. Ariane Espace, nous resterons dans Ariane Espace. Ça n'a rien à voir. Par exemple, la Norvège ou le Canada sont dans Ariane Espace, alors qu'ils ne sont pas dans l'Union européenne. Et par ailleurs, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, la France est liée au reste du monde par 6686 traités bilatéraux ou multilatéraux.
J'ai dit ça l'autre jour chez un de vos confrères, qui est allé vérifier au Quai d'Orsay, qui a dit non, c'est pas 6 686, c'est 6 626 ou je sais pas quoi. En gros, le montant y est. Bon. Lorsque la France sera sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, elle restera membre de l'Organisation des Nations Unies et notamment membre permanent du Conseil de sécurité. Alors que si nous restons dans l'Union européenne, nous risquons de perdre ce siège permanent au profit de l'Union européenne à horizon de 10 ans. Nous resterons membres d'Interpol, de l'Organisation mondiale de la santé, du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, du traité de l'Antarctique, du traité sur le droit de la mer, du traité sur l'espace extra-atmosphérique, etc. La France resterait forte, voire plus forte pour vous, seule, plutôt qu'au sein de l'Union. Mais nous ne serons pas seuls. Nous aurons des alliances en tant que de besoin. Nous resterons, par exemple, dans le consortium Airbus. Mais sur d'autres sujets, nous ferons des alliances. C'est d'ailleurs déjà le cas. Moi, je me rappelle, j'avais accompagné Jacques Chirac en Chine en 1996. Et on avait signé, le président de la République française avait signé avec son homologue, mais le président Jiang Zemin, avait signé un accord de coopération stratégique franco-chinois. Voilà. Et je me rappelle très bien que nous étions ensuite allés visiter une usine à Wuhan, une usine de Peugeot Citroën, le PSA, qui avait un partenaire chinois qui s'appelle Dongfeng et qui s'était installé pour mieux lutter contre Daimler-Benz, qui a son propre partenaire chinois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le principe même de la construction européenne est inopérant. Les grands groupes industriels résonnent de façon mondiale et elles veulent avoir des partenariats dans le monde entier. Renault s'est allié avec le japonais Nissan pour mieux lutter contre Fiat qui s'est allié avec l'américain Chrysler, par exemple. Et ceci, c'est pas seulement dans l'automobile, vous le retrouvez dans tous les domaines, par exemple les compagnies aériennes, par exemple en matière d'industrie lourde, etc. Vous êtes connu comme le candidat du Frexit, d'ailleurs c'est votre slogan sur vos affiches de campagne. Le problème, c'est que ça occulte tout le reste de votre programme. C'est pas un peu problématique? Non, parce que je pense qu'au cours de cette campagne qui ne fait encore que commencer, il y a encore plusieurs semaines. Oui, il y a encore 3 semaines, et ça, il aurait fallu m'inviter plus tôt. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Par exemple, mon programme s'inspire de celui du Conseil national de la résistance sur toute une série d'éléments, notamment les grands services publics à la française. Donc très social, alors? Mais écoutez, moi, je me fonde sur l'histoire de France. Le président de la République, en vertu de l'article 5 de notre Constitution, doit être un arbitre au-dessus des partis. Il exerce par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État. Ça veut dire que, par exemple, je veux mettre un terme immédiat aux fusions forcées de communes et aux réformes territoriales, parce que les Français n'en veulent pas. Et parmi beaucoup des maires qui m'ont parrainé, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Nous sommes en dictature, nous ne voulons pas fusionner, on nous force à fusionner avec d'autres communes ». Moi, j'ai prévu d'arrêter ça et de demander de modifier le Code général des collectivités locales pour qu'on demande l'avis des Français s'ils veulent fusionner. Dans un tout autre ordre de domaine, moi, je n'admets pas, par exemple, que les retraités en France puissent être en dessous du seuil d'indigence. Il y a d'ailleurs eu des manifestations hier organisées par la CGT, justement, je crois. Ils ont raison. Il n'est pas... Moi, je connais dans la campagne. Il y a je me rappelle, par exemple, une sœur d'un boulanger. Elle a travaillé au noir pendant une partie de sa vie pour son frère. Cette femme se retrouve à 65 ans. Elle a une toute petite retraite misérable parce qu'il n'a pas assez de cotisations. Ça n'est pas tolérable. Donc moi, je propose qu'il y ait une retraite minimale pour tous les Français qui soit à peu près au-dessus du seuil de pauvreté, c'est-à-dire à 900 €, 1 000 € par mois. En aucun cas, ça serait d'ordre public. On ne pourrait pas avoir moins de ressources pour ça quand on est un senior, quand on a dépassé 65 ans. C'est un petit peu le système, si vous voulez, du revenu universel, mais cette fois-ci pour les seniors, pour les gens qui ont travaillé toute leur vie et qui ont dépassé 65 ans. Vous arrivez à préparer l'initiative en même temps? Il y a 177 circonscriptions. Donc, ça c'est sûr. Alors oui, en ce moment, on est en train de procéder aux investitures. Et comme nous sommes un mouvement très jeune, eh bien, il faut évidemment qu'on sélectionne les candidatures qui nous sont parvenues. Et puis, je tiens beaucoup à ce qu'il y ait la parité homme-femme. D'ailleurs, j'en profite pour dire que notre mouvement, qui était très masculin au début, puisque c'est un jeune mouvement, plus il se développe et plus maintenant nous avons des femmes qui viennent. Parce que les femmes, vous savez, elles ont de l'intuition. Elles aiment leurs enfants. Enfin, j'enfonce des portes ouvertes. C'est un peu des clichés, mais c'est vrai. Les pères aussi, non? Oui, les pères aussi. Mais les femmes, elles ont peut-être plus d'intuition. Et pendant les débuts, elles pensaient, je pense, que sortir de l'Union européenne, de l'euro, ça n'allait pas. On était un mouvement très masculin. Et plus le temps passe, plus elles constatent que l'Union européenne nous mène vers des conflits vis-à-vis du monde arabo-musulman, vis-à-vis de la Russie, plus elles constatent que l'appauvrissement généralisé de la société se développe.
et plus elles tendent une oreille attentive. On a de plus en plus de femmes maintenant, depuis depuis 15 jours, ils font toujours que les hommes à faire de la politique statistiquement. Eh bien, moi, je me félicite de ça. Ça prouve que notre mouvement est en train d'entrer dans une phase de maturité. Effectivement, un mouvement qui a 10 ans. Est-ce que vous êtes davantage reconnu aujourd'hui ? Reconnu dans la rue, par exemple Oui, très souvent. D'ailleurs, je n'ai un officier de sécurité que depuis quelques jours, depuis que je suis candidat à l'élection. Officiel, oui. Depuis que je suis candidat officiel. Mais maintenant, les gens me reconnaissent dans la rue. Et je dois avouer quelque chose qui est vraiment très sympathique, c'est que je suis toujours gentiment accueilli, reconnu. Et si vous saviez le nombre de gens qui me disent « Monsieur, c'est formidable, continuez, on vous écoute sur Internet, vos conférences sur Internet sont fabuleuses, etc. » Vous m'avez redonné goût à la politique. C'est vrai. Allez sur notre page Facebook, lisez les témoignages sur notre page Facebook. Il y a énormément d'abstentionnistes qui reviennent vers nous parce qu'ils se disent, pour la première fois, voilà un monsieur, c'est quand même quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un qui essaye, avec honnêteté, sincérité, de dire ce qu'il a vu quand il était dans les allées du pouvoir et qui essaye maintenant d'en faire profiter la population. Vous savez, je suis tout sauf un extrémiste. Je suis quelqu'un qui veut le bien de son pays. Moi, j'ai des enfants aussi, comme tout le monde, enfin comme beaucoup de gens. J'ai aussi des biens immobiliers, j'ai aussi un petit peu de biens. Quand je propose de sortir de l'euro, je ne veux pas que les gens pensent que ça va être l'apocalypse financière. J'en serai le premier touché. Je peux dire ici aux gens qui m'écoutent que sortir de l'euro, ça ne sera pas du tout ce que décrivent certains comme étant une apocalypse. L'apocalypse, ce serait d'y rester. Même si les Français, les derniers, il y a des enquêtes d'opinion qui sont faites régulièrement, 70% de Français qui ne veulent pas sortir de la zone euro. Alors d'abord, je ne sais pas si ces enquêtes d'opinion sont valables. Moi, je vois aussi qu'on me donne des sondages qui me donnent à 0 ou 0,5. Je n'en crois rien. Quand je vois le succès des réunions publiques que je fais, quand je vois que sur Internet, à chaque fois que je suis sur un sondage en ligne, je fais des scores extraordinaires, quand je vois que notre chaîne YouTube Union populaire républicaine a dépassé les 10 500 000 vues, excusez-moi, alors que celle de M. Macron en est à 1 million de vues, ben je me dis qu'il va y avoir des surprises le soir du premier tour. Pour la sortie de la zone euro aussi. Eh bien, pour la sortie de la zone euro, moi, je ne suis pas du tout certain que 70% des Français soient de cet avis. Mais il est vrai que beaucoup de Français ont des craintes légitimes. C'est normal, puisque, vous savez, il y a un vieux proverbe français qui dit « Qui n'entend qu'une cloche n'entend qu'un son ». Bon, c'était mes grands-parents qui me disaient ça. Bon, ben c'est vrai, on a dit depuis des années aux Français que sortir de l'euro, ce serait l'apocalypse. Soit dit en passant. Ceux qui disent ça sont les mêmes que ceux qui nous avaient, il y a 25 ans, dit qu'entrer dans l'euro, ça serait formidable. Moi, je peux dire ici, et j'espère qu'on aura l'occasion peut-être de revenir sur ces sujets, parce que ce sont des sujets techniques, que sortir de l'euro fera que le nouveau franc perdra peut-être 5 à 10% de sa valeur par rapport au cours pivot, mais ça n'aura aucun impact, contrairement à ce que je lis, sur, par exemple, l'endettement des ménages ou sur le patrimoine immobilier des gens. Il faut absolument que les personnes qui ont un logement, il y a 50% des Français qui ont un domicile principal, il ne faut absolument pas qu'ils soient inquiets là-dessus. D'ailleurs, l'euro était à 1,65 € en 2008, il est tombé à 1,08 €. C'est-à-dire qu'il a perdu près de 40% de sa valeur de 2008 à 2017. On n'en a pas fait toute une histoire. Ça n'a pas été l'apocalypse. Les retraites sont toujours là, les biens immobiliers aussi. Est-ce qu'un mot pour qualifier cette campagne 2017 alors que vous y participez pour la première fois en tant que candidat officiel ? Moi, je trouve qu'elle n'est pas à la hauteur des enjeux. Et moi, je pense que je voudrais que le débat de fond, il ait lieu. Le débat de fond, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les pouvoirs du président de la République. Le président de la République est le garant de l'indépendance nationale et de l'unité du territoire. Et moi, je veux que ce débat-là de fond ait lieu. Je pense que la proposition que je fais est la plus responsable de toutes. Il reste 3 semaines avant le premier tour. Merci beaucoup François Asselineau d'avoir répondu à nos questions. Restez avec nous, Julien Domel pour le journal de 18h et vous retrouvez Yves Calvi sur LCI.